Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. Aujourd'hui, on va parler de la tant attendue radio TBS Tango 2, donc la radio qui est trop petite et qui ne porte pas assez loin pour beaucoup d'entre vous. Donc la fameuse Tango, j'ai déjà rédigé un article relativement complet sur tout ce qui est spec, caractéristiques, fonctionnalités. Donc cette vidéo, je vais essayer de la faire rapide pour pas que ce soit trop long et ennuyant à regarder. Donc rapidement quand même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un œil au packaging. Donc le packaging, déjà dans la boîte, on avait une petite housse velours, voilà, avec le logo TBS pour ranger la radio. La boîte, voici, elle se présente comme ça. Donc c'est une boîte de Tango 2 Pro, je sais pas, je pense que c'est la même. De toute façon, c'est même pas indiqué dessus. Je pense qu'ils ne se sont pas embêtés à faire différentes boîtes de carton pour la standard. Donc bon, bref, voilà. Là, on a la version Pro. Dedans, on a, que je voulais mettre à l'endroit, voilà, une planche de stickers. Donc moi, je trouve que déjà, en plus, ils ont de la gueule, hein, tout comme la radio. Des jolis stickers. La radio, elle se trouve dans une boîte en plastique, voilà, qui vient la protéger. J'ai vu sur le groupe de TBS Tango 2 ou Black Sheep Lounge, je sais plus, que certains la découpaient là sur les rebords pour pas que ce soit trop encombrant et s'en servaient comme protection pour mettre ça dans un sac. Donc si vous avez la radio, n'hésitez pas à la garder. Ensuite, version pro, les premiers batchs, on a une petite radiocommande. Voilà, je sais pas si ça fait le point, mais de toute façon, je vous ai déjà posté des photos sur les réseaux sociaux. Une petite clé 6 pans avec 2 vis de rechange. Et également pour la version Pro, voilà, des ressorts de tension différentes. Je ne sais pas si on les voit bien. Pareil, je vous ai pris des photos. Moi, je vais vous dire, hein, pour le moment, je suis sur les réglages de tension et ressorts d'origine. Et franchement, je trouve que c'est super agréable. La radio dans la boîte, elle est quand même mise dans une autre housse qui est un peu moins sexy que la housse en velours. Donc j'imagine que c'est dans cette housse-là que se trouvera la version standard uniquement. Et ensuite, voilà, au fond de la boîte, on a tout simplement un petit peu de polystyrène pour protéger tout ça. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de la regarder et d'aborder chaque point et de vous donner un petit peu mon avis. Donc déjà d'un point de vue form factor, tout le monde dit qu'elle est trop petite. On va couper court tout de suite aux entre guillemets rumeurs, même si vous avez déjà vu pas mal de photos comparatives. Elle est à peine plus large qu'une X9D+. J'ai pris des mesures. Donc la X9D, elle mesure 18,5 cm d'un bout à l'autre, la coque, et 17 pour la TBS. Donc voilà, si on les met à peu près côte à côte, comme vous pouvez le voir, ça dépasse pas beaucoup. Et les sticks, j'ai mesuré l'anthrax entre chaque stick à son centre. Et donc on est à 10 cm 5 d'écart entre les deux sticks de la X9D et 8,5 sur la Tango 2. Donc c'est pas une grosse différence. La vraie différence, elle est dans la prise en main. Voilà, on est sur une forme moins arrondie que la X-Lite que je vais vous présenter juste après, mais elle tombe très très bien dans les mains. Pour les pinchers, je pense qu'elle est vraiment royale. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, on a tous les inters. On va aborder les inters par la suite. Et également, pourquoi peut-être que c'est un peu moins bien pour les… Je vous dis les pinchers juste avant, non, c'est les Tumber qu'elle est royale. Pour les pinchers, il y a un petit détail qui entre guillemets, me gêne. Hein. C'est pas un point vraiment bloquant pour l'achat et l'utilisation de la radio. Tant qu'on est sur les comparatifs, donc là je vous ai montré par rapport à la X9D et tous ces boutons qui sont, ces interrupteurs qui sont exposés au choc, à l'arrachage, j'en ai déjà cassé 2 de mémoire. Bref, les échanger. J'ai même cassé le support par l'intérieur, donc j'ai dû les recoller. C'est pas, voilà. Ceci dit, elle a fait son temps, elle m'a servi, j'ai beaucoup aimé voler avec, mais je suis très vite passé sur la X-Lite quand elle est sortie et j'ai très vite adopté la X-Lite et c'était jusque-là ma radio de tous les jours. Je trouve que pareil, la prise en main est super, les sticks tombent pile poil là où il faut. Niveau durabilité, voilà, on peut voir que derrière quand même, à force de la poser, elle s'est abîmée. Donc j'espère que les caoutchoucs de la Tango dureront un peu plus longtemps. J'ai rien de particulier à lui reprocher, hein. Franchement, pour moi, c'est une très bonne radio. Je me suis très vite fait au stick, au gimbal à course, pas full size, plus petite. Voilà, on peut la comparer donc également en taille, vous voyez qu'en profondeur, en largeur, pardon. Voilà, en largeur, c'est à peu de choses près la même chose. L'une ne dépasse pas de l'autre. Profondeur, pareil. C'est juste que voilà, elle est un peu moins écartée comme ça, la Tango. Et voilà, je trouve que la Tango va mieux en main, mais la X-Lite pour moi est vraiment très bonne. Ce qui m'a fait changer, c'est que ça faisait longtemps que je voulais tester
un protocole entre guillemets fiable et surtout que j'ai dû voler trop souvent sans antenne en ayant réglé l'utilisation du TX externe. Et je pense que je l'ai abîmé parce que depuis quelques temps, j'ai plein de fail-safe pas loin. Fail-safe que j'ai pas avec ma X9D que j'ai reprise du coup et avec laquelle j'ai beaucoup de mal à voler. Donc voilà pour la comparaison avec la X-Lite. Sur le groupe TBS Tango 2 qui est ouvert à tout le monde, enfin il est privé mais on peut le rejoindre, il y a une question qui est très simple, c'est qui a fabriqué la Tango 2? Vous saurez tous répondre. Il y a beaucoup de photos de comparaison avec plein de radios, des Futaba, des Jumpers, je ne les ai pas toutes, donc je vais vous en mettre quelques-unes en incruste et sinon n'hésitez pas à aller voir l'article sur le blog comme d'habitude et le groupe aussi, venir y participer. Et il y a également des photos un peu cheloues sur ce groupe. Dernière comparaison rapidement en termes de form factor, une Xbox 360, moi c'est ma manette de jeu préférée, là c'est la manette Elite, mais peu importe, la normale a à peu près la même forme et elle se ressemble quand même beaucoup je trouve. La Xbox est entre la X-Lite en termes d'orientation à des manches et la Tango 2. Mais voilà, franchement, moi, honnêtement, hein, la manette de Xbox est très petite. J'ai des mains quand même assez grandes. Hein. Moi, je suis pas non plus un géant. Je mesure 1m83. Bref, on s'en fout un peu de mes mensurations. Mais même avec mes grandes mains et mes doigts qui se touchent derrière, pour moi, la manette Elite, tout tombe pile poil où il faut. Les boutons sont bien placés, les sticks aussi. Donc, si on faisait une manette encore plus petite, une radio pour piloter, du coup, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Donc, on revient à la Tango 2. Rapidement, j'ai pris ma balance quand même. Je ne l'ai pas pesée. Elle est très légère. On peut rajouter du poids dans la coque comme l'a indiqué Trapi durant son live. D'origine elle pèse 350 grammes donc c'est pas non plus hyper léger. Moi je trouve qu'elle va très bien en main, j'ai pas besoin de la lester. On peut l'ouvrir, ça ne fait pas sauter la garantie. On a de mémoire 6 vis à enlever qui sont cachés sous les caoutchoucs juste là, donc il faut juste un petit objet un peu pointu ou fin qui rentre dessous. Il y a déjà des vidéos de démontage et même des tutoriaux pour booster l'émetteur interne, donc je ne vais pas la démonter dans cette vidéo là. J'ai pas eu besoin de régler la tension des sticks. Dedans on retrouve la radio, comme dans l'article de présentation je vous renvoie vers le manuel qui est très complet. Il y a des photos du démontage, donc comment la démonter et comment changer certaines choses et régler certaines choses. Donc je vais pas rentrer dans le détail de vous faire de tuto ou quoi, vraiment tout est bien détaillé. Donc pour revenir à la radio, comme je vous disais, j'ai la version pro, donc j'ai les sticks rétractables. Donc je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran. On tire dessus et on peut tout simplement le plier pour pouvoir la transporter sans risquer de casser les sticks. Le seul problème, c'est que le stick, c'est le stick d'origine avec la hauteur d'origine. On peut ajuster un petit peu la hauteur. Il y a deux bagues qui se vissent et qui se dévissent pour se maintenir. Sauf que là, ça touche le plastique et j'ai aucune idée de ce que ça va pouvoir donner sur le long terme en termes de rayures et j'ai peur que ça abîme la coque. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait le truc un petit peu plus haut ou qu'ils aient pas mis une protection sur le rebord. Là, ça se remet tout simplement avec le pouce. Hop, donc pour partir voler, il n'y a pas de manip compliquée. L'antenne, elle se met comme ça, donc elle est pliable. Elle se déplie. Elle se tourne, pensez à voler comme ça, en tout cas si vous faites du freestyle principalement, parce que la zone morte elle est ici au bout, donc si vous volez comme ça, vous allez avoir sur les côtés une zone morte et risquer de faire de perdre le signal ou d'avoir un signal un peu plus mauvais, alors que comme ça, à moins de partir très haut, normalement il y a une meilleure portée. En parlant de portée, gros débat, donc l'émetteur interne Crossfire limité à 250 mW. Qu'on peut booster à 500 avec un hack qui est un petit peu chiant au niveau soudure. Il faut jouer du pistolet air chaud. Moi, je me sens vraiment pas de faire ça. Ils ont montré une vidéo sur la chaîne TBS, 50 km. Alors évidemment, vous allez me dire, je crois 3 km de haut. Ceci dit, le signal reste très solide. Et sur un usage classique qu'on fait nous, en tout cas en France, les pilotes de freestyle, pas les gros acharnés de long range, 250 mW. Faites le test si vous avez un émetteur qui fait plus, le 500 ou même le full à 2 watts, donc 2000 mW. Full, que je trouve vraiment trop chiant avec sa batterie externe. Normalement, on est rarement à 250 mW. Pour en revenir à cet émetteur interne, personnellement, j'ai toujours volé exclusivement FR Sky, tout simplement parce que ça m'emmerdait d'avoir un module externe. J'en ai eu un lorsque j'ai eu mon Inductrix FPV au tout début quand j'ai commencé sur ma X9D. Et c'était chiant à manipuler, à remettre, à enlever. Bref. J'ai toujours volé en FR Sky, là du coup je ne vais voler que en Crossfire. C'est peut-être un peu plus chiant pour les Tiny Whoop et encore que j'ai mis donc on peut voir rapidement l'antenne sur mon 75X
D'ailleurs, j'ai failli intituler cette vidéo Je teste la Tango 2 et ça tourne mal pour mon 75X. J'ai pété les pins qui relient la FC aux ESC. Coup de bol, ce sont les 4 pins qui servent uniquement à l'alimentation. Donc il n'y a que 2 pins pour le plus et 2 pins pour le moins. J'ai pu en mettre du fil et voler un petit peu avec et m'entraîner en plus de faire du lift-off. Donc ça, c'en était donc tout pour l'émetteur interne. Je vais pas m'attarder, il y a beaucoup de débats là-dessus. Personnellement, pour mon usage, je suis sûr et certain que ça suffira parce que je n'ai jamais eu de fail-safe sauf depuis que j'ai abîmé l'antenne de ma X-Lite en FR Sky pour mon usage. Donc l'émetteur interne, c'est très pratique. Même si j'ai déjà vu sur le groupe, notamment sur une discussion de Alexander Fedorov, qui d'ailleurs a porté les scripts LUA, donc ça c'est pratique. Il y a déjà des études pour essayer de mettre des modules externes entre guillemets sur des ports série ou autres qu'on peut retrouver sur la carte électronique. Bref, donc voilà, ça en était tout. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire hein, sur l'émetteur interne, on va pas s'éterniser. Les interrupteurs qui sont complètement différents de ce qu'on a pu voir sur les radios actuelles, même si la X-Lite avait innové avec cette petite croix directionnelle. Donc on retrouve quand même deux boutons de position qui sont tout simplement des boutons poussoirs qu'on retrouve hop, ici et de l'autre côté qui tombent pile poil sous les doigts lorsqu'on pinch et un petit peu moins bien parce qu'on tombe sur les majeurs. Je ne vous fais pas de fuck, hein, mais lorsqu'on pinch et lorsqu'on est au pouce, c'est les index qui tombent dessus. Voilà, donc deux de position de chaque côté, un de chaque côté. Des interrupteurs 3 positions qui pareil tombent très bien sous la main. On trouve très facilement sur quelle position ils sont. Voilà, et ils sont vraiment très peu exposés à la casse pendant le transport. Donc ça, je trouve que c'est nickel. Franchement, je trouve qu'il y en a suffisamment pour une utilisation classique d'un drone FPV en freestyle et en mid-range, j'ai envie de dire. Et on a ensuite deux boutons temporaires ou momentary en anglais qui font un peu l'équivalent de la gâchette SH sur la X9D et type d'interrupteur qu'on perdait sur la X-Lite. Là, je suis content de retrouver ça parce que moi, je me servais de ça pour lire la tension sur la X9D. Donc, si on pilote au pouce, voilà, on l'a avec le majeur en dessous. On clique facilement dessus. Lorsqu'on pinch, ou en tout cas moi, lorsque je pinch, je serre un petit peu moins la radio qui est juste posée sur ma main en dessous et j'ai un petit peu plus de mal. Voilà. Je suis moins à l'aise pour aller appuyer dessus, donc du coup, avec ce doigt-là, puisque le majeur se retrouve ici et l'index vient tenir le stick. Sinon, les autres interrupteurs, ça tombe très bien. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'armement ici. J'appuie enfoncé, c'est armé, je désarme. Ici, j'ai mis, moi j'aime bien voler avec le mode stabilisé en cas de panique. Je l'appuie si je perds la vidéo ou quoi et ça me permet de stabiliser et de mettre un full throttle. Et ici, j'ai sur le 3 positions, au milieu buzzer, tout en bas le turtle mode. Et les autres interrupteurs ne me servent pas. Je vais remettre du coup un momentary, là, une gâchette pour du pré-arm et un second pour lire une valeur de télémétrie. Donc voilà, je trouve que ça fait largement le job. L'antenne, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais elle permet de poser la radiocommande aussi, ça a été pensé pour. Cette radio, elle a mis du temps à venir, hein, on le sait tous, mais c'est pas pour des problèmes de production, de bugs ou autre. C'est principalement parce qu'ils ont travaillé sur l'ergonomie et moi je trouve qu'ils ont réussi leur taf. On a donc pour les boutons, voilà, maintenant ce sont vraiment des boutons. Donc on a le bouton power ici, un appui long, hop, la radiocommande démarre. Welcome to Tango 2, voilà, ça démarre vite. On a un bouton vert. Le bouton, avant que j'oublie, quand on charge, il est rouge et quand il est vert, la charge est terminée. Ensuite, pour naviguer dans les menus d'OpenTX, on a une roulette et pour rentrer dans le menu, la roulette clic. Je trouve que cette roulette-là, elle n'est pas forcément facile à cliquer ou pas très pratique, c'est peut-être un coup à prendre. Cette roulette, si j'ai bien compris la notice, là je l'entends là et je le vois à l'écran. Voilà, c'est la roulette qui permet de modifier les trims. Donc il n'y a pas de trim physique. Personnellement, en accro, je vous l'ai mis dans l'article sur le blog, il n'y a aucun intérêt de mettre des trims. Et je trouvais même ça chiant de dérégler les endpoints avec les trims sur la X9D. Voilà, facilement on appuyait dessus. Donc moi personnellement sur OpenTX, je désactive les trims. A priori, ceux qui volent en aile volante, en voilure fixe et autres, c'est important d'avoir des trims et de pouvoir les changer en volant. Donc a priori, ce déport des trims sur la molette, ça plaît pas à tout le monde. Bref, moi j'ai pas besoin des trims.
Ensuite, de l'autre côté, de toute façon, je vous l'ai mis sur l'article, on a le bouton pour rentrer dans les menus, le bouton pour changer les pages dans les menus et un bouton pour sortir, exit. Voilà, c'en est tout pour cette face-là. On a également donc le bouton power, un haut-parleur juste là, haut-parleur pour les alertes et alertes qui sont aussi retransmises de façon haptique, donc avec un vibreur. Ici, un petit trou, un pas de vis pour venir mettre un support de tour de cou. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est pas intégré dans la version Pro, c'est incroyable. Il a fallu que j'imprime donc un petit support en TPU. Voilà, ne prenez pas le support de Trapi si vous voulez l'imprimer en TPU parce qu'il est creusé en dessous pour venir mettre un O-ring qui protège le revêtement de la radio. C'est pas génial en TPU. Le TPU n'abîme pas la radio. Donc c'est un Français d'ailleurs, hein, je sais plus son nom, mais il a posté sur le groupe Facebook, je crois, WeRFPV ou sur la page. J'ai mis son lien Thingiverse dans le topic sur le forum où j'ai rassemblé beaucoup d'infos. Donc n'hésitez pas à aller imprimer ça. J'ai la Formlab Forms 3 là, qui imprime aussi en résine souple. Ce sera certainement plus propre. Donc voilà, ça c'est le petit point négatif je trouve de la version Pro. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un petit crochet en métal. Ensuite sur le devant, voilà, ici on a le port USB, donc USB 3, USB type C et un jack pour récupérer les alertes audio dans des écouteurs. Personnellement, je n'ai jamais fait ça. USB type C, donc il recharge la batterie, donc la batterie 1S 5000 mAh, autonomie d'environ 8 heures pour une charge complète de 2 heures. Charge qu'on peut effectuer donc avec une power bank sur le terrain ou tout autre adaptateur qui permettra de transformer une LiPo en 5 volts et avec un connecteur USB type C. Donc ça c'est super pratique je trouve. Quand on fait du simulateur, c'est pareil, ça recharge la radio, donc on ne décharge pas la radio, ça c'est cool, contrairement à la X-Lite et les autres FR Sky. En parlant de simulateur, très simple, sous Windows 10 Liftoff, j'ai branché la radiocommande, elle a été détectée par Windows en TBS joystick. Même chose dans Liftoff, TBS joystick. A priori, si elle est détectée par Windows, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec d'autres simulateurs, mais je n'ai pas testé. Donc voilà, on a vu le form factor, les boutons, l'USB. Je crois que j'ai à peu de choses près tout dit. On est déjà à pas loin de 20 minutes. Je vais regarder rapidement mes notes. Oui, donc je vous parlais de print également pour ceux qui n'ont pas la version Pro, hein, qui permet donc de replier les sticks. Hein, vous voyez, c'est très facile. Il y a déjà des prints à faire en PLA qui viennent se glisser dessus et protéger les sticks, hein, comme on retrouve sur la X9D classique. Hein, il y a la version là, avec les Nibar, donc c'est assez rigolo. Je pense qu'on va retrouver rapidement ce type de version pour la Tango 2. Pour le moment, j'ai vu que avec les moutons ou le logo de TBS. Ensuite, l'écran. Beaucoup de polémiques également au sujet de ce petit écran. Donc, je ne sais pas s'il est lisible à l'écran là. C'est un écran donc OLED. Il est petit certes, mais je crois qu'il fait à peu de choses près la même taille que la QX7 de chez FR Sky qui est quand même très répandue. En tout cas, il fait la même résolution, sauf qu'il affiche, je crois, 12 lignes contre 8. Donc, il est largement mieux défini. Et franchement, c'est de l'OLED, ok, monochrome, noir et blanc. C'est super lisible. Je suis légèrement myope et astigmate. Je ne mets jamais mes lunettes. J'ai aucun souci à le lire, quelle que soit la distance. C'est super joli à l'œil, c'est flatteur. L'écran se met en veille automatiquement au bout d'un certain temps. Donc ça, c'est une fonctionnalité propre donc, du système d'exploitation qui est aujourd'hui FreedomTX, mais qui n'est autre qu'un fork de OpenTX. En parlant d'OpenTX, j'ai voulu brancher la radio à compagnon pour tout simplement mettre les noms de mes modèles et de mes catégories. J'ai vu qu'il y a des catégories de modèles. C'est la première fois que je vois ça sur OpenTX. J'étais peut-être pas assez à jour. C'est pas pratique de mettre les noms sur la radio. Donc j'ai voulu le faire à l'ordinateur. J'ai pas réussi à la connecter à OpenTX. Il n'y a pas de raccourci comme sur la X9D qui consiste à maintenir les deux trims centrés et d'allumer la radio. Lorsqu'on branche l'USB, il nous propose donc soit le mode joystick, soit le mode TBS agent pour voir donc la radio sur le TBS agent X sous Windows et donc la mettre à jour. Et le mode SD card, donc pour accéder à la carte SD intégrée, encore une fois, carte SD de 15 Go de mémoire, 14, quelque chose affiché sur Windows, qui permet de stocker, je crois, une centaine de modèles. Donc c'est super. Voilà, la carte SD ne va pas être éjectée, c'est intégré, c'est pratique, je trouve. Voilà, encore une fois, quelque chose intégré dont on n'a pas à se soucier. Donc c'est de l'OpenTX. J'ai pas réussi à la connecter à Compagnon. J'ai posé la question sur le live d'avant-hier, le deuxième live sur la Tango 2 de Trapi. Ils n'ont pas su me répondre. Ils m'ont dit d'essayer avec le mode TBS agent X, ça ne fonctionne pas mieux. J'ai posé la question sur le groupe TBS Tango 2, j'ai pas encore eu de réponse, donc on verra
c'est pas gênant. Mais il y a des choses que j'aime bien faire sur OpenTX, des réglages, même si une fois que tous nos modèles sont faits, on n'y touche plus. La sauvegarde et autres. Bref, c'est un petit point de détail. Mais à terme, comme je vous le disais dans l'article, FreedomTX va migrer, fusionner avec OpenTX. Donc ça, c'est cool. C'est open source, donc c'est pour ça aussi qu'on va peut-être pouvoir avoir entre guillemets, des hacks de l'électronique pour éventuellement avoir des modules externes ou autres. Donc dernier mot sur l'ergonomie, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé des gimbals, donc forcément effet HAL, full size, donc elles sont plus grandes que la X-Lite, c'est la même chose que la X9D. La course est bridable a priori en démontant la radio, c'est pareil, c'est expliqué dans le mode d'emploi, je n'ai pas encore testé. Personnellement, ça me convient parfaitement, je fais le tour complet avec mes pouces et mon index et surtout j'arrive à faire toute la plage du throttle sans aller mettre de coups de yaw, chose que je faisais souvent avec la X9D, du yaw à gauche parce que c'était mal placé, j'étais pas à l'aise. Donc vraiment l'ergonomie est super, tout est intégré. On a également un module, un contrôleur Wi-Fi à l'intérieur qui permet de faire du TBS Cloud, fonctionnalité que je ne connais pas, que je n'ai pas testé, donc ça fera très certainement l'objet d'autres vidéos. Voilà, je crois que j'ai tout abordé. On est sur une radio donc à 224,90 € en France pour la version Pro et 179,90 € pour la version standard. Petite dédicace quand même à RC Drone 3D. Je les avais contactés pour savoir s'ils allaient l'avoir en stock. Je ne voulais pas faire de pré-order sur un site dont je ne savais pas quand ils allaient l'expédier. Ils m'ont envoyé un petit message dimanche en me disant qu'ils me préviendraient lundi lorsqu'ils l'auraient en stock puisqu'ils l'avaient commandé. Lundi, j'ai reçu le message. Elle est en stock. J'ai cliqué direct, je l'ai acheté. J'en ai pris deux, une pour Jérémy. Je l'ai reçu le lendemain midi. Ça, c'était cool. J'ai pu du coup en profiter un petit peu. J'ai volé pas mal en Tigny à la maison. J'ai fait pas mal de simulateurs aussi sur Liftoff. Pour l'instant, j'ai strictement rien à redire au détail près. Voilà, peut-être des boutons momentum que j'arrive pas forcément à bien cliquer lorsque je pinch. Ce problème, les Sunbird n'auront pas ce problème-là, si on peut appeler ça un problème. Sans ça, voilà, le seul reproche que j'ai à faire, c'est le support de tour de cou. Je crois qu'il y en a un en option. Sans ça, voilà, personnellement, je suis très emballé. J'ai volé, je l'ai utilisé à peine 3-4 jours, donc c'est pas non plus un gros feedback. Mais franchement, je pense que ça va devenir sans aucun souci ma nouvelle radio de tous les jours. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de la radio. Comme d'habitude, si vous nous suivez jusqu'au bout sur cette longue vidéo, c'est que ça vous a plu, que vous nous soutenez. Donc, le petit pouce bleu, le commentaire, le partage, ça fait toujours plaisir et surtout ça aide la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Motard Geek pour We Are FPV.